Bonjour à tous et à toutes. En tant que vice-présidente de l'association Mansart, nous sommes bien sûr ravis de vous retrouver en avant-première de notre manifestation qui aura lieu, comme vous a dit Catherine, les 14 et 15 mai prochains. En effet, après le succès en direct ou sur la chaîne YouTube de la visioconférence de M. Stéphane Arondeau l'an dernier, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Vincent Coriol, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l'Université du Mans, membre du laboratoire TEMOS et de l'UFR en licence d'histoire. Spécialiste d'histoire sociale, économique et rurale, il travaille actuellement sur l'abbaye de l'Épau et surtout, de plus, il enseigne depuis 12 ans dans le master patrimoine et développement local de l'Université du Mans. Aussi, c'est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers lui pour nous parler de la cathédrale Saint-Julien, à laquelle nous, Manceaux, nous sommes autant attachés que les Parisiens le sont à Notre-Dame de Paris. Je remercie encore une fois vivement M. Coriol d'avoir accepté notre invitation et je lui donne la parole. Monsieur Coriol, c'est à vous. Bonjour à tous, le temps d'ouvrir tous mes micros, je pense que le son doit passer maintenant. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'association Mansart de me donner l'occasion de parler ici et d'avoir fait appel à moi. C'est un honneur et un plaisir que de venir parler de sujets qui me sont chers aujourd'hui. Je n'ai rien à ajouter à ce qui a déjà été dit. Simplement, effectivement, peut-être que certains seront frustrés de ne pas pouvoir poser leurs questions au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à les poser justement au fur et à mesure quand elles vous viennent dans le forum de discussion et nous essaierons autant que possible d'y répondre à la fin. On prendra le temps qu'il faut, dans la mesure d'une raisonnable, évidemment. Et évidemment, si des questions venaient au fur et à mesure des questions à la fin, vous pourrez les poser de la même manière. Alors, je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez voir les images que j'ai préparées pour vous pour cette conférence. Donc ça, c'est l'affiche, vous la connaissez. Et je vais donc commencer dès maintenant, si ça veut bien se lancer. Voilà. L'incendie de Notre-Dame de Paris et l'immense vague mondiale d'émotions que l'événement a déclenché quasi immédiatement a prouvé une nouvelle fois que la fascination que le grand public éprouve envers les cathédrales médiévales ne se dément pas. La cathédrale reste un objet symbolique du Moyen Âge, sans doute un des objets les plus puissants en ce qui concerne le Moyen Âge, qui à lui seul résume et englobe à la fois toutes les images et toutes les représentations qui peuvent s'exprimer autour du Moyen Âge. Le pouvoir d'évocation de l'image même de la cathédrale suffit à évoquer tout ce que le Moyen Âge convoque derrière. Et pourtant, cet immense élan d'émotion à travers toute la planète est triplement paradoxal pour l'historien que je suis. Le premier de ces paradoxes, c'est que Notre-Dame de Paris est un monument hors norme et qui est en fait très peu représentatif de ce qu'est une cathédrale médiévale. On constate d'ailleurs plus largement que cette fascination intense va s'exercer prioritairement vers certaines cathédrales, Paris évidemment, Chartres par exemple, et on connaît tous les développements mystiques, ésotériques, la fascination vers les supposés mystères qui entoureraient cette cathédrale, autour du labyrinthe, autour des vitraux, etc. Je ne vais pas développer ici, ce n'est pas mon sujet, mais il y a ici une fascination qui va bien au-delà de tout ce que les scientifiques peuvent bien pouvoir dire autour d'images comme celle qui est à l'écran maintenant. Je constate aussi que si la cathédrale Saint-Julien du Mont brûlait, les conséquences en termes artistiques, en termes patrimoniaux ou en termes scientifiques seraient tout aussi dévastatrices et dramatiques que celle de Notre-Dame. Je prends comme exemple, on a beaucoup parlé de la charpente de Notre-Dame comme d'une charpente d'origine, ce qui est tout à fait exact, mais je précise que la charpente de la cathédrale du Mans est elle aussi en grande partie d'origine. Elle n'a pas fait l'objet d'études aussi approfondies que celle de Notre-Dame de Paris, et si elle brûlait, on perdrait ici un vestige absolument irréparable et tout aussi précieux que celle de Notre-Dame de Paris. Je suis pourtant prêt à parier que si la cathédrale Saint-Julien du Mont brûlait, j'espère que cela n'arrivera jamais, bien évidemment, l'élan de solidarité qui suivrait ne serait en rien comparable à celui qui a été suscité par l'incendie de Notre-Dame de Paris. L'émotion locale serait évidemment, et à n'en pas douter, très intense,
mais l'incendie n'aurait jamais le même retentissement planétaire que celui de la cathédrale de Paris. Le second paradoxe vient justement de cette place occupée par la cathédrale médiévale dans l'imaginaire national en France. C'est assez paradoxal puisque la République a fait de la laïcité un pilier du contrat social et les cathédrales demeurent, envers et contre tout, des bâtiments emblématiques, des bâtiments populaires, d'ailleurs plébiscités par les touristes. Elles témoignent d'une immense popularité en France comme à l'étranger. En témoigne le classement de ces 7 cathédrales toutes gothiques au patrimoine mondial par l'UNESCO. Oh, hop, voilà, pardon, petite erreur de micro. Ces cathédrales témoignent d'une immense popularité, d'un attachement mémoriel et patrimonial tout à fait considérable, qui pourrait paraître surprenant. Enfin, troisième paradoxe, elles demeurent dans le même temps très mal connues du grand public. En témoigne l'association très fréquente dans l'esprit du grand public entre les termes cathédrale, style gothique et Moyen Âge, conçus comme un seul et même élément, presque interchangeable. Dans l'esprit du grand public, toutes les cathédrales sont médiévales et toutes les cathédrales médiévales sont gothiques. Autant de présupposés faux, bien évidemment, mais encore très solidement ancrés, je le vérifie très régulièrement. Il existe des cathédrales romanes, en témoignent 2 images ici, hein, celle de Pise ou celle de Tournai en Belgique. Il existe de très grandes cathédrales romanes, il existe évidemment des cathédrales classiques ou même contemporaines, comme à Évry par exemple. Et de la même manière, il existe de très grands bâtiments gothiques qui ne sont pas des cathédrales et qui sont au contraire des bâtiments monastiques. J'en ai pris 2 exemples ici, Saint-Denis en haut ou Saint-Ouen de Rouen en bas. Ce sont des églises monastiques, évidemment, quand elles ont été construites, mais elles témoignent encore dans l'esprit du public d'une confusion certaine avec cathédrale. Alors, ce triple paradoxe ne peut qu'intriguer le médiéviste. La cathédrale médiévale est un objet patrimonial hors norme parce que c'est un bâtiment qui a été conçu dans une fonctionnalité et dans une dimension religieuse dont le monde contemporain n'est très clairement pas première dans la fascination et dans le tourisme patrimonial. À la louche, 14 ou 15 millions de visiteurs qui venaient visiter Notre-Dame de Paris ne venaient pas en pèlerinage, mais ils venaient bien visiter un monument du Moyen-Âge, un vrai symbole, le symbole d'un Paris mythifié, éternel, romantique, bref, le symbole d'un Paris touristique. Alors, je vous demande 1 minute, j'ai un petit souci de passage de diapos qui ne veulent plus passer. Ça y est. Notre-Dame de Paris, donc symbole d'un Paris mythifié, romantique, et dans une ville comme Le Mans, la cathédrale est bien évidemment un bâtiment emblématique de la vieille ville, un élément incontournable du patrimoine manceau, mais évidemment rien de comparable avec Notre-Dame de Paris. Et cette situation-là est assez courante en France. La cathédrale constitue un élément incontournable du patrimoine et de l'identité locale, un pôle d'attraction touristique. C'est le cas à Reims, c'est le cas à Rouen, c'est le cas à Strasbourg, Amiens, Bourges, évidemment encore plus à Chartres. Et on peut prendre l'exemple d'Amiens, Bourges ou Chartres comme des exemples de villes qui, sans leur cathédrale, seraient à peu près inconnues sur la carte touristique française, voire sur la carte mondiale. C'est le cas pour Chartres ou Strasbourg, par exemple. Elles témoignent d'une identité locale, souvent pensée comme immémoriale, et pourtant, c'est une conception plutôt récente au regard de cette longue durée des bâtiments. Les cathédrales que nous voyons et que nous concevons aujourd'hui ne sont pas tant des créations médiévales que des créations du 19e siècle. Je veux dire par là que nous ne les voyons plus telles que les hommes du Moyen Âge les ont conçues, telles qu'ils les ont construites, telles qu'ils les ont utilisées, mais nous les voyons telles que les restaurateurs et les théoriciens du 19e siècle ont voulu que nous les voyions. Il s'agit bien donc, comme toute identité et tout phénomène identitaire, d'une identité construite et comme tout patrimoine, d'un patrimoine hérité. Et en la manière, ce legs du 19e siècle occupe une place considérable jusqu'à constituer un écran entre la cathédrale du Moyen Âge et nous autres contemporains. Un héritage pas toujours conscient, même si nous avons tous conscience que
la popularité de Notre-Dame de Paris ne serait sans doute pas la même sans le roman de Victor Hugo, ce qui fait écrire à l'historien Jules Michelet. La cathédrale de poésie est aussi ferme que les fondements de l'autre, aussi haute que ses tours. Cette notoriété, évidemment, on la retrouve jusqu'au cinéma d'animation. En témoignent les multiples adaptations du roman, mais en témoigne aussi cette dimension qui est indissociable du bâtiment lui-même. Les restaurateurs du 19e siècle, Jean-Baptiste Lassus ou Eugène Viollet-le-Duc, ont intégré au bâtiment des éléments d'architecture, notamment les fameuses chimères, qui étaient absents à l'origine du bâtiment, mais qui étaient présents dans les illustrations de l'édition de 1844 du roman, qui avait été édition illustrée par Honoré Daumier, qui avait connu un grand succès, un succès tel que ces éléments ont été réintégrés dans le bâtiment. Ici, le bâtiment de papier a pris le pas sur le bâtiment de pierre. Je vous propose donc ici un voyage, celui de prendre conscience de ce prisme du 19e et puis d'essayer de le dépasser pour redécouvrir la cathédrale médiévale derrière l'objet patrimonial contemporain, en s'intéressant notamment de près à la cathédrale Saint-Julien-du-Mans, qui est à la fois très représentative de ce stéréotype médiéval, mais qui est aussi un objet patrimonial atypique qui mériterait une attention soutenue. En France, donc, la cathédrale est un vestige témoin médiéval, tout particulièrement la cathédrale gothique, le style gothique étant conçu comme un style national au XIXe siècle. Cette représentation s'est construite à partir du XIXe siècle. Le roman de Victor Hugo, évidemment, joue un rôle important et un rôle immense dans cette prise de conscience. C'est le rôle du révélateur de l'intérêt, de l'engouement de l'époque pour ce patrimoine médiéval, mais c'est aussi un formidable accélérateur de cette appropriation. Un autre exemple, on est ce très célèbre tableau, La liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, où à l'arrière-plan, les tours de Notre-Dame de Paris apparaissent. Et la concomitance ici est intéressante, puisque le tableau date de 1830, juste tout petit peu après, et le roman de Victor Hugo date de 1831 pour sa toute première publication. Il y a donc ici un télescopage tout à fait intéressant. Et la cathédrale devient véritablement, à partir de ce moment-là, un symbole national. C'est une prise de conscience progressive qui correspond à un mouvement d'appropriation nationale des cathédrales par la nation et par l'État. Ce mouvement est initié par le fait que les cathédrales en France sont devenues propriété de l'État depuis le Concordat de 1801 et le sont restées jusqu'à aujourd'hui. Va donc se mettre en place une vaste opération de mise en valeur et de restauration de ces cathédrales. Ce mouvement va essentiellement débuter à partir des années 1830 et ce mouvement est motivé surtout par l'état de délabrement avancé de la plupart des cathédrales françaises et la nécessité urgente de restauration importante, parfois pour simplement éviter l'effondrement des bâtiments. Mais c'est aussi une période où on réfléchit à la cathédrale médiévale en tant qu'objet, à son rôle, à sa place, à sa fonction dans la société, et où on va faire de ce bâtiment un véritable symbole national. Les initiateurs de cette vaste opération de mise en valeur et de restauration sont en premier lieu les évêques. Restaurer les cathédrales, c'est aussi pour eux restaurer la place de l'Église dans la cité et dans la société. C'est aussi une manière détournée d'abolir ou de dépasser la coupure qui a été créée par la Révolution française et de renouer le lien avec les valeurs, souvent pensées en termes très conservateurs, renouer avec la France éternelle, celle d'avant la Révolution. Mais cette volonté ne s'arrête pas là. Ces travaux sont aussi motivés par l'État et par la nation. La restauration des cathédrales, amorcée dans les années 1830, s'inscrit alors dans un projet politique, particulièrement sous la monarchie de Juillet, à partir de 1830. Il s'agit véritablement de reconstruire une nation autour de symboles nationaux, dans une volonté politique de réconciliation qui s'effectuerait autour d'une synthèse entre la France d'avant la Révolution et la nation née de la Révolution.
Il s'agit donc de trouver dans le Moyen Âge les racines de la société et du contrat politique nouveau qui s'est mis en place avec la monarchie de Juillet. Et on élabore à ce moment-là un parallèle tout à fait explicite entre cette période médiévale et la monarchie de Juillet. Et les cathédrales permettent de créer ce trait d'union entre la France éternelle née au Moyen Âge et la société qui se met en place avec la monarchie de Juillet. Les points communs vont se tourner autour de l'exaltation de la société urbaine, de la bourgeoisie, des débuts du capitalisme, des débuts du capitalisme dès le XIIIe siècle, de la mise en place des autorités communales et d'un pouvoir communal, en un parallèle tout à fait explicite entre l'ascension des classes urbaines bourgeoises au XIIIe siècle comme au XIXe siècle. La cathédrale devient donc le symbole de ce mouvement médiéval et d'un mouvement contemporain d'émancipation du peuple, mais sous une forme qui n'est pas révolutionnaire, mais qui est au contraire nationale et catholique. Eugène Viollet-le-Duc, dans son dictionnaire raisonné de l'architecture française, qui est publié à partir de 1854, dans l'article cathédrale, l'exprime de cette manière. Certes, les cathédrales sont des monuments religieux, mais ils sont surtout des édifices nationaux. Le jour où la société française a prêté ses bras et donné ses trésors pour les élever, elle a voulu se constituer et elle s'est constituée. Les cathédrales des XIIe et XIIIe siècles sont donc, à notre point de vue, le symbole de la nationalité française, la première et la plus puissante tentative vers l'unité. Si en 1793, elles sont restées debout, sauf de très rares exceptions, c'est que ce sentiment était resté dans le cœur des populations, malgré tout ce qu'on en avait fait pour l'en arracher. Je voudrais ici souligner une phrase particulièrement. Les cathédrales des XIIe et XIIIe siècles sont donc, à notre point de vue, le symbole de la nationalité française. Ici, il s'agit bien de prendre les cathédrales gothiques, celles des XIIe et XIIIe siècles, comme symbole national. Le projet est très explicite. Et on le retrouve exprimé de manière beaucoup plus lapidaire par Auguste Rodin dans son petit opuscule qu'il a publié en 1914, Les cathédrales de France. Toute notre France est dans nos cathédrales, avec une majuscule s'il vous plaît, comme toute la Grèce est en raccourci dans le Parthénon. Le parallèle est ici très explicite. Alors ce projet politique se traduit par la mise en place des premières politiques patrimoniales. Est créé en 1830 le poste d'inspecteur général des monuments historiques, confié en 1834 à Prosper Mérimée, l'homme de lettres bien connu, qui va jouer un rôle fondamental dans le recensement et le sauvetage du patrimoine français, puisqu'il entreprend de recenser ce patrimoine et de sauver ce qui peut l'être ou ce qui mérite de l'être, avec un intérêt tout particulier pour le patrimoine médiéval qui va occuper une place considérable dans ses préoccupations. Par exemple, dans la toute première liste des édifices et des objets classés en 1840, la part du patrimoine médiéval est écrasante. Sur les 934 bâtiments ou objets classés, 59 appartiennent à l'Antiquité romaine uniquement, 820 au Moyen Âge et puis 55 à tout le reste, depuis la préhistoire jusqu'au XVIIIe siècle. Et je classe aussi dans cette catégorie des objets qui ne sont pas particulièrement datés ou très difficiles à dater. Ce qui signifie que près de 90% des objets classés dans cette première liste sont des objets médiévaux. La conception du patrimoine est bien celle d'un héritage médiéval et d'un héritage avant tout religieux, puisque la totalité des cathédrales françaises médiévales se retrouve dans la liste. Débute donc à cette époque un vaste programme de restauration des cathédrales de France. Mais ces restaurations vont s'accompagner systématiquement de transformations, en une volonté très claire d'adapter la cathédrale du Moyen Âge aux conceptions et aux réalités du XIXe siècle. Les interventions peuvent être lourdes, les modifications parfois se font en profondeur dans le bâtiment, et tout cela va influer sur l'image que l'on peut avoir encore aujourd'hui sur ces cathédrales du Moyen Âge. L'un des symboles va être l'ajout de flèches sur les tours de façade ou sur la croisée du transept. Cet ajout de flèches vient modifier évidemment la silhouette des cathédrales. Et la flèche devient véritablement un symbole de la cathédrale à tel point qu'elle en devient indispensable. On va donc rétablir celles qui se sont effondrées. C'est le cas à Rouen ou à Paris, comme sur l'image ici. On va surtout créer des flèches là où elles n'existaient pas, de manière à rétablir un aspect plus idéal de la cathédrale. Deux exemples ici à Quimper ou à Bayonne. On n'hésite pas non plus à projeter, et le très célèbre dessin de la cathédrale idéale d'Eugène Viollet-le-Duc, qui est inspiré de la cathédrale de Reims, montre bien quel était son projet, des flèches partout, si je puis m'exprimer ainsi.
Dans cette construction massive, j'insiste, hein, de flèches au 19e siècle, les évêques du 19e siècle jouent un rôle décisif, à la fois parce que la flèche est un symbole de domination. Je fais juste une incise ici, mais construire en hauteur est toujours un symbole de domination. Je prends toujours comme exemple avec mes étudiants l'exemple des villes du Golfe Persique qui vont rivaliser dans leur rivalité justement par la construction en hauteur. Mais construire en hauteur, c'est aussi faire de la cathédrale un phare spirituel dans la ville et dans la société qui soit identifiable de loin. C'est aussi la flèche, ce symbole médiéval, symbole d'ancienneté du lieu et du bâtiment. Cela traduit l'idéalisation d'un Moyen Âge chrétien où l'Église dominait la société. Il s'inscrit bien, ce projet, dans la volonté d'un certain nombre d'évêques du 19e siècle de rechristianiser la France en enjambant la coupure introduite par la Révolution française. La flèche donne donc une silhouette caractéristique à la cathédrale, et c'est cette image qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Une cathédrale médiévale, c'est une flèche gothique et un parvis devant. Je fais un petit pas de côté et je profite de ce que je parle de ces flèches pour en prendre à témoin les très vastes débats qui ont eu lieu autour de la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris. Débat à la fois très vaste et absolument passionnant et qui en même temps a tourné court très très vite. Le consensus étant très vite posé. On sent bien dans ces débats qu'il s'agit ici d'un sujet très sensible, hautement sensible, parce que justement emblématique. Imaginez d'ailleurs qu'on puisse faire autre chose que ce qui existait auparavant, a suscité un très vaste débat et même une très forte opposition. Je suis sûr que parmi vous, ce sont des sujets qui ont été discutés, mais je voudrais attirer votre attention au-delà des projets qui ont pu avoir lieu ou des détournements. Je n'ai pas pu résister à Notre-Dame transformée en Disneyland. Au-delà des projets et des détournements, je voudrais surtout insister sur le fait que ce débat, en fait, est très ancien. Quand Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus proposent un programme de restauration de Notre-Dame de Paris, vous avez ici à l'image l'état de la façade tel qu'il existait avant les travaux de restauration, et puis le projet initial proposé par Eugène Viollet-le-Duc avec le couronnement de grandes flèches ajoutées au sommet des tours de Notre-Dame qui aurait eu pour effet de doubler la hauteur de la façade de Notre-Dame de Paris, ce qui n'est pas rien. Projet non réalisé en entier, essentiellement pour des raisons de coût et de temps de réalisation d'ailleurs. Cette question des flèches et d'ajout de flèches au sommet de la cathédrale, on le voit aussi d'une manière un peu plus détournée autour de Saint-Denis, avec ici d'ailleurs, au passage, une confusion presque consciemment entretenue et en tout cas quasi permanente entre l'origine de Saint-Denis, qui est une église abbatiale, et son fonctionnement actuel, elle est devenue une cathédrale. Et le fait qu'elle soit devenue une cathédrale joue inconsciemment dans tous les projets de reconstruction de la flèche sur la tour nord qui a disparu aujourd'hui. Alors vous avez ici différentes diapos à l'image, différentes images à l'écran. Tout à fait à gauche, on voit la façade telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'elle existait au 19e siècle, avant justement le démontage de cette grande flèche sur la tour nord. Et puis, je vous ai mis en vis-à-vis deux images, une image du projet tel qu'il existe aujourd'hui, et puis à nouveau une image du projet de Viollet-le-Duc, c'est l'image centrale, avec cette fois-ci non pas seulement la reconstruction d'une flèche sur la façade de Saint-Denis, mais de deux flèches, identiques d'ailleurs, ce qui obligeait à détruire en partie le couronnement de la tour sud existant, qui lui est bien issu de la période médiévale. Mais la perspective d'établir une flèche en façade sur Saint-Denis prime ici. De la même manière, enfin, les débats ont été aussi vifs, même si plus locaux, autour de la, je ne sais pas quel terme il faudra employer, je vais essayer d'être très prudent ici, autour de la restitution ou peut-être de la reconstruction des éléments de couronnement de la tour sud de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Cette tour sud, aujourd'hui, est dépourvue d'un couronnement. On sait qu'elle a été couronnée à plusieurs reprises, mais la chronologie des constructions et destructions est encore très obscure et très mal définie. Il faut admettre qu'on ne sait à peu près rien de l'état médiéval. Selon les sources disponibles, on sait que cette tour était terminée en 1422. Ça, on le sait grâce à un procès entre l'évêque et le chapitre. On sait d'ailleurs qu'un certain Jean le Maçon est au travail en 1387. On sait aussi qu'en 1396,
ce même Jean Lemasson est occupé à monter un clocher de bois et de plomb. Je cite ici le même procès. Mais évidemment, on ne peut pas dire de quel clocher il s'agit. De quelque chose sur la tour, ça n'est pas précisé, ou au contraire du petit clocher qui existe encore aujourd'hui à la croisée du transept, enfin qui a pris la suite à la croisée du transept. Ici, aucune éducation ne peut l'affirmer. En tout cas, si couronnement il y avait et si éventuellement flèche il y avait, elle n'a jamais été construite ou de toute façon, elle avait disparu avant le XVIe siècle. Il est très vraisemblable qu'ensuite, c'est au cours du XVIe siècle ou peut-être au tout début du XVIIe qu'a été construit le dôme qui était au départ couronné d'une statue de Saint Aldric, dôme qui, en raison de son extrêmement mauvais état, il a notamment été foudroyé en 1824, mais il souffre en fait d'un état d'entretien déplorable. Dôme qui a été détruit et remplacé en 1836 par un autre dôme surmonté d'une très courte flèche et lui-même entouré de 4 clochetons de fonte. C'est l'état qui existait encore à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle que vous pouvez voir sur la cathédrale, sur la carte postale pardon, qui est à l'image. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces travaux de l'époque ont été très critiqués. Auguste Voisin, dans son ouvrage sur la cathédrale du Mans, en 1866, à propos de cette tour sud, écrit « Cette tour était couronnée d'une pyramide surmontée de la statue de saint Aldric. À la place, nos architectes modernes n'ont su mettre qu'un ridicule clocheton de fonte au lieu d'une flèche altière de bois couverte de plomb. » Dans son esprit, et il est ici tout à fait représentatif de ces mentalités du 19e siècle, la seule possibilité pour couronner dignement cette tour sud, c'est une grande flèche qu'il faudrait rétablir dans son esprit, même si on sait aujourd'hui qu'elle n'a vraisemblablement jamais existé. Le couronnement, tel que vous le voyez à l'image ici, a été enlevé en 1924. Ce n'est pas la fin de l'histoire, évidemment, puisque un nouveau projet de restitution émerge à partir de 1995, restituer cet état du 19e siècle précisément parce qu'on n'a pas de documentation suffisamment fiable auparavant. Une souscription a été lancée par la Fondation du patrimoine sur un budget d'environ 2,5 millions d'euros en janvier. 70 000 euros ont été récoltés, preuve à la fois d'un intérêt local et puis d'un intérêt relativement limité, comme si toucher à l'image de la cathédrale est toujours très délicat. Ce projet de reconstruction a finalement abandonné dans les années 2010 au profit de la restauration du portail royal, jugé plus essentiel, et on a pu juger sur pièce depuis qu'il a été restauré. De la même manière, au XIXe siècle, se mettent en place des travaux massifs pour dégager la cathédrale de l'emprise des bâtiments qui l'enserrent, dégager la cathédrale de la trame urbaine et de tout ce qui forme le complexe cathédral. C'est ainsi que l'on va commencer à détruire tous ces bâtiments qui font partie de ce complexe cathédral, à commencer par le groupe épiscopal, puisqu'une cathédrale, c'est d'abord un ensemble architectural. Et on parle d'une cathédrale, on devrait parler en fait de l'église cathédrale principale. Ce serait le terme le plus exact possible, puisque ce complexe est composé de plusieurs églises, dont une église principale, mais aussi d'un cloître, de bâtiments communautaires, d'un palais épiscopal, de bâtiments canoniaux, de bâtiments administratifs pour abriter les structures judiciaires, fiscales, etc., qui vont avec l'autorité épiscopale. Ces bâtiments sont très souvent détruits au cours du 19e siècle, et dans ce choix, il s'exprime d'abord une volonté patrimoniale. Il faut dégager la cathédrale, la mettre en valeur, la rendre visible, en faire une œuvre d'art que l'on peut admirer de tous côtés. L'idéal, c'est quand on peut en faire un tour complet, l'admirer sur toutes ses façades. Et on peut faire un parallèle avec cette mise en œuvre d'art de la cathédrale et la mise en musée qui s'exprime de manière très puissante au cours du 19e siècle. Les travaux de restauration menés à partir de 1840-42 se traduisent d'abord par le déblaiement de tous les abords de Notre-Dame, la destruction des anciens palais épiscopaux, de l'Hôtel-Dieu, du quartier des Chanoines qui s'exprimait autour. Je vous ai mis en regard de la situation actuelle un plan tel que Notre-Dame pouvait exister, tel que le quartier de Notre-Dame pouvait exister au Moyen-Âge. Vous voyez l'emprise de l'archevêché en rouge sur le plan, et puis l'emprise de l'Hôtel-Dieu qui non seulement se déploie sur le côté et sur le devant de Notre-Dame, mais enjambe la Seine sur deux ponts différents pour se déployer de l'autre côté de la Seine. On a ici une emprise des bâtiments tout à fait remarquable.
L'ensemble de ces bâtiments sont complètement détruits au cours du 19e siècle, notamment dans le but de créer cet immense parvis qui fait encore la caractéristique aujourd'hui de Notre-Dame et qui s'intègre pleinement dans le bâtiment aujourd'hui. Dans ces destructions du quartier épiscopal s'exprime aussi une volonté idéologique. Dégager la cathédrale, la mettre en valeur, c'est aussi la dégager de la ville. Faire de la cathédrale un objet autonome, sanctuarisé, détacher la cathédrale de la ville pour mieux exalter sa singularité et sa sacralité. Faire en sorte, par exemple, qu'on ne circule plus dans ou par la cathédrale pour une question de dignité. C'est un terme qui revient très fréquemment. Il s'agit là d'un changement radical de conception de la cathédrale par rapport aux conceptions médiévales. Pour résumer les choses, on pourrait dire qu'au Moyen Âge, la cathédrale est un forum, au sens romain du terme. C'est un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où l'on se croise, où l'on se donne rendez-vous, où l'on va s'abriter, où l'on va traiter des affaires, où l'on vient se détendre, jouer, dormir éventuellement, discuter. Bref, c'est un lieu de vie avant tout. On ne compte plus les diatribes des prêtres qui exhortent les fidèles à faire moins de bruit dans la cathédrale, à arrêter de jouer à des jeux d'argent, réprouvés évidemment par l'Église, à interdire d'emmener du bétail et encore plus de conclure des affaires, notamment des marchés aux bestiaux dans la cathédrale, et évidemment l'interdiction aux prostituées de racoler dans la cathédrale. La répétition des interdictions montre qu'elles étaient relativement peu suivies des faits. Toutes ces pratiques et cette vie associée à la cathédrale sont des pratiques et des conceptions inacceptables pour le clergé et pour la société du 19e siècle. La cathédrale doit devenir cet objet sanctuarisé, à la fois hors du monde, hors du temps et hors de l'espace commun, ce temple sacré qu'il faut protéger. La cathédrale devient donc à la fois un objet d'art et puis un repère politique et spirituel qui doit être mis en valeur. Le parvis sert cette mise en valeur, cette vaste esplanade destinée à glorifier la cathédrale, mais aussi à la détacher physiquement de la ville. Les exemples sont innombrables. Paris ici, je pourrais prendre l'exemple de Chartres, où je vous ai mis ici aussi un plan du quartier cathédrale tel qu'il existait au Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis, on regarde aujourd'hui les aménagements tels qu'ils sont prévus, on voit bien ce dégagement et notamment ce parvis autour de la cathédrale. Mais là encore, Le Mans est aussi un très très bon exemple. La cathédrale a elle aussi connu au XIXe siècle ce programme de dégagement du bâtiment de manière à le mettre en valeur. C'est particulièrement net du côté sud, du côté du grand portail royal. La cathédrale du Mans est la survivante d'un vaste complexe architectural, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Il en subsiste des traces encore aujourd'hui. Le Mans fait partie des rares exemples où tous les bâtiments n'ont pas été détruits. C'est notamment sur le flanc nord de la cathédrale, au-delà de la tour nord qui n'existe plus, qui a été détruite de manière très précoce. Il en subsiste quelques exemples, même si beaucoup des bâtiments ont été détruits au XIXe siècle. Mais c'est particulièrement net sur le flanc sud de la cathédrale, et ça, c'est les deux images de gauche, une évocation et puis une gravure qui date du XVIIIe siècle, qui nous montre cette cathédrale enserrée par le complexe canonial qui s'étendait sur le flanc sud de la cathédrale, complexe qui était largement dégagé, détruit, pour faire le lien avec la place des Jacobins qui s'est créée à ce moment-là. On n'a pas hésité à détruire toute une partie de la muraille, à détruire toute une partie des maisons médiévales qui étaient accolées le long de la cathédrale pour construire l'escalier, la fontaine, à raser les murs et à raser les tours derrière la cathédrale. Il s'agit bien de dégager le bâtiment, de créer une perspective sur le chevet de la cathédrale, de créer aussi une espèce de continuité de manière à ce qu'on puisse quasiment faire le tour de la cathédrale. Et les projets actuels de création d'un jardin archéologique derrière la cathédrale avec l'ouverture d'une brèche dans cette muraille telle qu'elle existait encore jusqu'à il y a quelques années viennent s'inscrire dans cette logique-là, pouvoir faire le tour complet de la cathédrale, dégager totalement la cathédrale de ses emprises. Cette création d'une perspective contribue évidemment à changer le regard et à changer la perception que l'on peut avoir sur le bâtiment. Et si on veut avoir l'idée de ce à quoi pouvait représenter une cathédrale médiévale, eh bien, il faudrait aller à une ville où ce travail de dégagement n'a pas été fait, ou plus exactement n'a pas pu être mené à bien ou n'a pas été mené à bien.
Il en existe, particulièrement dans le sud de la France. Je prends ici à l'image l'exemple de la cathédrale d'Aix-en-Provence, cathédrale d'un archidiocèse très important qui rayonnait sur une grosse partie de la Provence. Vous voyez à l'écran, au centre de l'image, la cathédrale telle qu'elle existe encore aujourd'hui, qui s'ouvre sur une toute petite esplanade qui plus est décalée par rapport à la façade de la cathédrale. Et puis sur le flanc sud de la cathédrale, à droite sur l'image, on repère tout un fatras de maisons. On distingue dans le coin supérieur l'ensemble du palais épiscopal tel qu'il a été agrandi à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. Mais entre la cathédrale et ce palais épiscopal viennent se nicher les baptistères anciens, le quartier canonial, le cloître. Et ce quartier canonial déborde encore le passage jusqu'au palais épiscopal où l'on voit les gradins installés pour le festival. Puisque les maisons de l'autre côté participent aussi de ce quartier canonial qui vient se mêler ici insensiblement à la ville, et on a une transition ici qui se fait progressivement entre ce quartier cathédral et la ville. On pourrait faire exactement la même analyse pour la cathédrale d'Arles, ici aussi à l'écran, avec cette grande cathédrale. Sur le côté, et là encore sur le flanc sud, se développe une première cour autour de bâtiments canoniaux, puis une deuxième cour de bâtiments épiscopaux, pardon, puis une deuxième cour autour du cloître et des bâtiments communautaires, puis un troisième niveau d'enceinte avec des maisons canoniales qui, là encore, débordent au-delà des rues actuelles pour inclure toute une partie du quartier. En revanche, sur le flanc nord, la cathédrale est complètement incluse dans le quartier urbain et dans le tissu urbain sans qu'elle puisse s'en distinguer. D'autres exemples similaires pourraient être trouvés, par exemple, à Béziers ou à Narbonne. Et enfin, le tout dernier exemple, qui est souvent un très bon exemple que je montre à mes étudiants, quand je veux parler d'une cathédrale médiévale, je prends l'exemple de celle de Grenoble, puisque précisément, c'est l'image du haut que vous avez, la photo du haut. La cathédrale est quasiment invisible ici dans le tissu urbain. Elle est au centre de l'image. On reconnaît le grand clocher carré. Je vous l'ai mis en dessous pour qu'on ait une photo de la façade. C'est une cathédrale quasiment façade, avec les maisons qui viennent recouvrir les côtés de la cathédrale, qui viennent englober complètement la cathédrale, et une cathédrale qui est complètement engluée dans le tissu urbain, littéralement. Alors, je vous ai mis un plan tel que le quartier existe aujourd'hui, et puis vous avez en grisé les différentes époques de construction des palais épiscopaux tels qu'ils existaient au Moyen-Âge, puisque une partie des palais sont encore groupés autour de la cathédrale et là encore sont insérés dans ce tissu urbain. Cet héritage du 19e siècle est un héritage pesant puisqu'il contribue en fait à orienter notre regard. Le patrimoine médiéval qui nous est parvenu ne nous est parvenu qu'à travers ce prisme et ces conceptions du 19e siècle. Et elles ont joué un rôle considérable sur les restaurations, sur la mise en valeur de ce patrimoine médiéval. Ce que nous voyons n'est pas tant finalement un patrimoine médiéval que la vision du patrimoine médiéval que nous ont laissé les restaurateurs du 19e siècle. Et pourtant, ce travail de restauration a été en fin de compte un véritable succès. Les cathédrales sont devenues, dès cette époque et jusqu'à aujourd'hui, un objet patrimonial exceptionnel, et les Français témoignent d'un attachement très profond à ce patrimoine. Un sentiment d'appartenance, d'identité, d'appropriation de ce patrimoine. Les cathédrales sont des éléments constitutifs de l'identité locale, et toute atteinte au bâtiment est très vite perçue comme une atteinte personnelle, quasi identitaire. Je reprends l'exemple de Notre-Dame de Paris et de la Flèche. Je reprends l'exemple des clochetons sur la cathédrale du Mans avec une petite anecdote strictement personnelle. Quand je suis venu m'installer au Mans suite à mon élection à l'Université du Mans, j'ai été très très vite pris à partie par des personnes qui m'ont demandé de me positionner dans le débat pour ou contre la reconstruction des clochetons de la cathédrale du Mans. Évidemment aucun a priori sur cette question-là. Et surtout, j'ai très vite senti qu'il s'agissait d'une question hautement identitaire. Et étant nouveau venu dans une ville dont j'ignorais à peu près tout, je me sentais très, très peu légitime pour prendre position. En revanche, j'ai très vite compris qu'il y avait un terrain miné et qu'il fallait que je m'abstienne de toute prise de position. Pour cette raison-là, je ne prendrai pas position encore aujourd'hui. Je préfère rester prudent. Cet attachement identitaire, on l'a vu s'exprimer aussi à travers les travaux de réflexion récents de la cathédrale de Chartres et ce très vaste débat autour de la réfection des intérieurs.
Le choix des restaurateurs a été fait de restituer des enduits qui existaient et dont on a trouvé de très larges traces lors du nettoyage. Les enduits datent essentiellement du XVIIIe siècle dans le chœur, mais ils reprennent en partie des enduits médiévaux. Ces enduits médiévaux sont par contre attestés quasi intégralement dans la nef et dans les transepts. Le résultat de ce choix de restauration est une métamorphose du bâtiment qui change radicalement d'accès et d'ambiance. Vous le voyez à l'image, les parties restaurées éclatent de clarté et de blancheur. Les parties non restaurées sont grises et sombres en contrepoint. L'une des conséquences de cette restauration, c'est le changement de regard, notamment le fait que les vitraux paraissent moins spectaculaires. D'où d'ailleurs des prises de position dont j'ai été témoin de personnes extrêmement choquées du fait qu'on ait changé les vitraux. Alors je rassure tout le monde, on n'a absolument pas touché aux vitraux. Ils sont restés les mêmes. C'est simplement le changement de peinture et de luminosité à l'intérieur qui joue sur la luminosité des vitraux. Ce choix de restauration a entraîné de très nombreux débats, de très vastes protestations, jusqu'à New York d'ailleurs. La Société des Amis de Chartres de New York a suspendu son aide qu'elle accordait à la restauration. En réalité, il s'agit de la restitution de l'aspect que la cathédrale offrait bien aux fidèles du Moyen Âge. Finalement, cette cathédrale restaurée aujourd'hui est bien plus conforme à ce qu'elle était au Moyen Âge, en revanche, beaucoup moins conforme à nombre de nos conceptions actuelles qui ne sont pas héritées du Moyen Âge, Dieu merci d'ailleurs sur beaucoup de points, mais qui sont héritées en grande partie du XIXe siècle. J'ajouterai enfin que l'aspect sombre et solennel de la cathédrale de Chartres vient essentiellement de la crasse qui s'est déposée sur les murs et de la suie, bien plus que d'un aspect volontaire. Cet attachement ici marque l'expression d'une identité, voire d'une identité locale très affirmée. Rares sont les cathédrales qui, comme Paris ou Chartres, peuvent accéder à une notoriété internationale. La cathédrale du Mans constitue ici un excellent exemple, parce que c'est une cathédrale unique, une cathédrale que je juge particulièrement intéressante du point de vue scientifique, qu'il s'agisse de l'historien de l'art, de l'archéologue, mais ce n'est pas une cathédrale qui fait l'objet d'une notoriété particulière. J'ai encore eu l'occasion de visiter la semaine dernière, la ville du Mans est beaucoup moins connue que les Rillettes ou les 24 heures. En visitant la cité de Carcassonne et le château comtal de Carcassonne, au site médiéval s'il en est, quand j'ai dit que je venais du Mans, on m'a répondu 24 heures et Rillettes, mais personne n'a fait allusion à la cathédrale, j'en suis fort Marie. C'est pourtant un bâtiment remarquable par bien des aspects. C'est un bâtiment d'abord emblématique de l'histoire de la ville. On notera qu'il est construit sur le point le plus haut de la colline, qu'il marque évidemment cette rivalité profonde qui s'exprime au Moyen Âge entre le pouvoir comtal installé dans le palais de la Cité, actuel hôtel de ville, et le pouvoir épiscopal institué dans la cité épiscopale. Il s'agit bien ici de l'expression de la volonté des évêques de marquer leur présence, de traduire dans le paysage urbain une importance sociale, une importance politique affirmée. La hauteur de la tour sud proclame, face au palais comtal, la présence et l'autorité des évêques dans la ville. C'est pourtant une cathédrale encore très mal connue. Comme beaucoup de cathédrales, le bâtiment actuel n'est que le successeur d'une très longue lignée dont on ne connaît pas grand-chose. Rares ont été les cathédrales à avoir fait l'objet de fouilles approfondies. L'un des exemples connus, c'est Saint-Pierre de Genève. Je vous montre juste très brièvement. C'est un bâtiment qui a fait l'objet d'un plan de fouilles sur plus de 25 ans et qui a donné des résultats absolument fondamentaux pour la connaissance et l'histoire de l'évolution d'un groupe cathédral. Très rares les cathédrales en France qui ont fait l'objet d'un programme similaire. Le Mans n'a pas fait l'objet d'un tel programme. C'est pourtant un édifice qui témoigne de particularités absolument remarquables, ce qui en fait un ensemble patrimonial exceptionnel. L'une des grandes caractéristiques, c'est l'étalement du chantier, ce qui n'est pas vraiment en fait une particularité. C'est très très souvent le cas au Moyen Âge. Les cathédrales sont en fait en perpétuel chantier et en perpétuelle évolution. Mais ce qui est intéressant au Mans, c'est que les phases de construction viennent s'ajouter les unes aux autres, ne remplacent pas forcément des parties préexistantes. On le voit très bien dans la juxtaposition de la nef, du transept et du chœur. La cathédrale du Mans n'a pas fait l'objet d'une reconstruction intégrale à l'image de Paris, de Chartres, de Bourges, de Reims ou d'Amiens, par exemple.
Et l'évolution du bâti au Mans permet d'offrir un aperçu, en condensé, si je peux dire, de toutes les phases de l'évolution de l'architecture religieuse de la France de l'Ouest. D'abord des murs romans, il y a au moins deux périodes et en fait trois, que l'on peut lire dans l'élévation des murs, notamment à l'extérieur, ce qui présente de ce fait un très bon exemple de cette transition entre ces différentes phases de la construction romane et les différentes phases de la construction gothique. C'est notamment l'élévation de la nef et l'ajout des voûtes au milieu du XIIe siècle qui vient nous le montrer. Une autre caractéristique, c'est ce chœur absolument exceptionnel qui vient refléter ici toutes les évolutions de l'architecture gothique, particulièrement dans ces deux premières phases classiques et rayonnantes, mais avec une disposition, une morphologie atypique, une ampleur insoupçonnée et inégalée au moment de sa construction, ce qui font du chœur de la cathédrale du Mans un spécimen unique et absolument remarquable. On pourrait dire la même chose du transept enfin, caractéristique des évolutions de l'architecture française vers le gothique tardif à la fin du XIVe siècle. Et j'insiste ici sur le terme de gothique tardif parce que la cathédrale du Mans montre qu'il existe un gothique tardif avant le gothique flamboyant de la fin du XVe siècle. Et on en a plein de témoignages dans ce transept. À la différence des autres grandes cathédrales gothiques françaises, est conservée au Mans différentes phases antérieures de la construction. Nombreux sont les exemples où l'on a fait table rase du passé. J'en ai déjà cité quelques-uns, je pourrais en citer d'autres, Soissons, Laon, Noyon, etc. Au Mans, on a choisi de reprendre les différentes phases et de les compléter. Juste un exemple, la nef actuelle reprend les fondations et les murs extérieurs de la nef initiale, construite dès le XIe siècle. La tour sud, complétée au XIVe siècle, reprend les structures de la tour existante depuis le XIIe siècle. Il y a évidemment ici une continuité qui vient aussi du fait de l'étalement de la construction, qui a empêché la reconstruction de la nef, sérieusement envisagée au XVe siècle, mais l'énormité du coût des chantiers a fait reculer évidemment les meilleures bonnes volontés. Mais ça n'est pas seulement une question de coût. Les évolutions sociales font que l'investissement financier énorme que représente une telle construction n'est plus compris et n'est plus accepté de la même manière au XIIIe siècle qu'il pouvait l'être au XVe siècle, pardon, qu'il pouvait l'être au XIIIe. Plus personne, à commencer par le clergé épiscopal, qui est le premier financeur, n'envisage de dégager les moyens financiers pour un tel chantier. Et c'est ce qui explique que la nef soit restée en l'état. On est ici en exemple en face d'une cathédrale tout à fait unique. Je pourrais multiplier les exemples sur les particularités. J'avais un peu prévu de le faire, mais le temps passe et je pense que je ne voudrais pas lasser trop l'assistance. C'est un bâtiment emblématique et là encore, et j'insiste, les discussions autour des clochetons de la tour sud le montrent, tous travaux du bâtiment, y compris quand il s'agit d'un simple mobilier à l'intérieur, toute modification de son aspect, de ses abords, entraîne débat, discussion. Et ce qui est frappant, c'est que sur un bâtiment de ce type, tout le monde a un avis. Je pense qu'il y avait autant de spécialistes de la reconstruction de Notre-Dame en France que de citoyens français. Mais finalement, au-delà de la fonction religieuse du bâtiment, la dimension emblématique et identitaire de la cathédrale, qui a été voulue et pensée comme telle au Moyen Âge par les constructeurs médiévaux, l'ampleur des cathédrales telles qu'on les pense au XIIe et XIIIe siècle sont aussi une vitrine de la cité et une marque de la fierté et de la puissance de la cité. Cette dimension emblématique et identitaire perdure encore aujourd'hui. Et c'est peut-être la plus grande réussite des constructeurs médiévaux. C'est la preuve que le bâtiment remplit les fonctions qu'on lui a attribuées dès l'origine, sert les intentions pour lesquelles il a été conçu, au-delà des siècles et au-delà des évolutions de la société. Une cathédrale médiévale est finalement un bâtiment anachronique, né d'une société complètement disparue aujourd'hui, qui ne correspond plus à grand-chose dans le fonctionnement social contemporain. Et c'est pourtant un bâtiment qui est toujours très profondément investi par les populations, qui possède cette dimension identitaire avant d'être mémorielle ou historique. Je conclurai par une petite anecdote.
Curieusement, je parlais en introduction de bâtiments méconnus dans leur grande histoire et par le grand public, mais bâtiments touristiques, eux aussi méconnus et, j'ose le dire, sous-exploités ou sous-employés, si vous me permettez ce vocabulaire très managérial. Ces cathédrales témoignent d'une influence locale, d'une influence touristique aussi, et celle du Mans en est un très bon exemple. Et pourtant paradoxalement, au Mans comme dans d'autres villes, on a très peu de connaissance de la réalité, de l'impact patrimonial ou de l'impact de l'attractivité d'une cathédrale comme celle du Mans dans une ville comme le Mans. Les chiffres de visite sont là pour en témoigner. La page Wikipédia mentionne quasiment 300 000 visiteurs en 2009, qui est un des chiffres les plus récents qu'on puisse trouver, sans aucune référence pour savoir comment ce chiffre est établi. Le site internet de la mairie mentionne très précisément 181 741 visiteurs. Ce sont les passages enregistrés en 2016 aux entrées de la cathédrale par le dispositif de comptage. On ne sait toutefois rien de ce dispositif de comptage, ni exactement ce qu'il compte. S'agit-il des seuls visiteurs, ce qui signifierait qu'on ait interrogé chaque personne entrant dans la cathédrale pour savoir s'il venait prier ou visiter? Ou est-ce qu'on prend aussi en compte tous ceux qui sont rentrés dans la cathédrale, y compris pour toutes les cérémonies religieuses qui peuvent s'y dérouler? Comment distingue-t-on un touriste d'une autre personne? Vaste question quand on se contente de compter les entrées. Il y a derrière une vraie question sur l'impact patrimonial. Et je conclurai en revenant à Notre-Dame de Paris, la même question se pose. Je parlais des 10-15 millions de visiteurs par an à Notre-Dame de Paris, mais ce chiffre est une estimation au doigt mouillé, une estimation au vu de l'affluence. Le seul chiffre vraiment valable que l'on ait, ce sont les visiteurs payants, ceux qui vont monter dans les tours. Et là, on tombe à 400 000 visiteurs par an, ce qui est évidemment beaucoup moins que les 15 millions parfois avancés. La moyenne de la visite à Notre-Dame de Paris, c'est un chiffre qui date de 1996 et hélas, je n'en ai pas trouvé de plus récent, et de 12 minutes, ce qui, étant donné l'ampleur du bâtiment, vient relativiser beaucoup effectivement l'attraction patrimoniale du bâtiment. On le voit ici, ce sont des bâtiments emblématiques, des bâtiments patrimoniaux qui témoignent d'un attachement identitaire très marqué, mais qui restent finalement très mal connus et dont la place exacte, y compris l'impact économique qu'elles peuvent avoir dans la société touristique, demeure très mal connue aujourd'hui. J'espère avoir levé le voile sur certaines de ces inconnues et je vous invite évidemment à poser toutes les questions qui vous viennent. Merci de votre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Coriol, pour cette conférence passionnante. Voilà, alors, un tout petit peu plus longue que prévu, mais moi, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, on a appris beaucoup de choses sur ces bâtiments religieux dont on voit que ça dépasse largement l'aspect religieux pour être plus sur un côté patrimonial, voire économique, comme vous l'avez dit sur la fin avec le tourisme en particulier. Donc, j'ai oublié de préciser au début de la conférence que nous l'enregistrons. Vous avez pu le voir parce que je pense que ça s'est affiché sur vos écrans pour pouvoir la retransmettre dès demain. On va essayer de faire ça dès demain après-midi sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Mansart. On vous enverra le lien par mail pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Donc, un grand merci pour cette conférence passionnante. Et maintenant, comme promis, nous allons pouvoir prendre vos questions. Donc, il y a déjà quelques questions qui sont arrivées au cours de la conférence, mais n'hésitez pas surtout à continuer à poser vos questions si vous le souhaitez, donc par l'intermédiaire du chat, de la petite bulle de discussion où vous pouvez écrire vos questions. Peut-être la première question que je vois à l'écran qui nous est posée donc d'Antoine qui souligne que donc il y a eu à partir de 1830 une grande campagne de restauration des cathédrales, vous l'avez indiqué. Est-ce que c'est un élément qui est plutôt franco-français? C'était en France. Est-ce que dans les autres pays européens, il y a eu ce même mouvement de reconstruction, revisitation des cathédrales? Alors, on a un mouvement qui est un mouvement européen. On va avoir dans d'autres pays des mouvements similaires. Alors, similaires
dans un contexte national. Parce que la grande caractéristique, c'est que cette reconstruction patrimoniale se fait systématiquement dans un contexte national et avec un substrat que je pourrais qualifier de nationaliste au sens fort du terme. Il s'agit de construire un art national, un patrimoine national qui soit propre à un pays et distinct des autres. L'un des grands exemples qu'on pourrait citer, c'est en Allemagne, où on va reconstruire ou terminer la construction de toute une série de cathédrales, à commencer par la plus grande d'entre elles, la grande cathédrale de Cologne. Alors, je peux peut-être montrer une image si c'est possible. Je dois avoir… Non, je ne peux pas l'avoir là-dedans. Non, je ne vais pas retrouver ça. Bon, la cathédrale de Cologne a commencé, la construction a commencé en 1248, pardon, plein milieu du XIIIe siècle, avec la volonté de construire la plus grande cathédrale européenne. Pour vous donner une idée, hein, le volume intérieur tel qu'il était prévu, c'est 400 000 mètres cubes. Le volume intérieur de Notre-Dame de Paris, c'est 100 000 mètres cubes. Donc, c'est 4 fois Notre-Dame de Paris en volume. Ça vous donne une idée de l'ampleur du bâtiment tel qu'il est prévu. Malheureusement, la construction va traîner en longueur et surtout, elle ne va jamais pouvoir aboutir complètement. À la fin du XIVe siècle, ont été péniblement construits à peu près le cœur et puis juste la base des 2 tours de façade, et c'est tout. Et le bâtiment va rester en état. Et il va falloir attendre le XIXe siècle, les années 1840, pour que le projet de terminer la cathédrale de Cologne soit mené à bien, notamment avec un gros financement des souverains prussiens qui viennent ici alimenter, qui bien que protestants, viennent alimenter le chantier de construction. Alors, c'est une reconstruction extrêmement intéressante puisqu'elle se fait à partir des plans médiévaux qui ont été en grande partie conservés. Et donc, il s'agit bien de l'achèvement avec quasiment 6 siècles de retard d'un bâtiment commencé à construire dès le XIIIe siècle. Mais les moyens mis en œuvre permettent de mener à bien et de terminer, d'achever cette immense cathédrale de Cologne, conçue comme véritablement un phare germanique et le symbole de la suprématie germanique en termes de construction médiévale. L'art gothique est un art germanique, c'est ainsi que les Allemands le conçoivent. Parallèlement, les Français conçoivent l'idée que l'art gothique est un art strictement français. Il y a ici une vraie rivalité entre la France et l'Allemagne, bien connue au XIXe siècle. Elle s'exprime aussi dans la reconstruction des cathédrales. On a un phénomène un petit peu similaire en Angleterre. Les Anglais ne font jamais rien comme tout le monde, et il y a ici en Angleterre l'idée à nouveau d'adapter les cathédrales au XIXe siècle. Mais en Angleterre, la situation est un petit peu différente. En fait, les cathédrales n'ont jamais connu la rupture qu'elles ont pu connaître avec la Révolution française en France. En Angleterre, les cathédrales ont été utilisées en continu et l'Église anglicane qui les utilise est une église d'État dont le chef est le souverain britannique. Il y a donc ici une continuité, mais il y a un vrai phénomène de renouveau, d'intérêt, de revival, disent les Anglais, autour des cathédrales gothiques et de cet objet patrimonial qu'est la cathédrale, avec de grandes campagnes de restauration au XIXe siècle, et l'élaboration d'ailleurs d'un gothique particulier, le gothique anglais. Alors c'est vrai que le gothique anglais est très différent du gothique français, mais c'est au XIXe siècle vraiment qu'on va théoriser cette spécificité anglaise du gothique, conçue là encore comme un art national. J'insiste, il y a vraiment ici une dimension nationale très forte, en France comme dans les autres pays européens. Voilà, je vais vous dire merci, Monsieur Coriol. Alors, on a des questions, on ne s'est pas donné de timing, mais on va voir si on peut aller au bout des questions qui nous sont posées. Là, une question de Nanou que je vous pose tout de suite parce que je pense qu'elle est en lien avec ce que vous avez dit sur la cathédrale de Cologne. Elle s'interroge si est-ce qu'on a envisagé de poursuivre la construction de la cathédrale de Beauvais, qui est une vraie dentelle. Donc, alors, la cathédrale de Beauvais est un excellent exemple. Si vous avez l'occasion, je vous invite à aller visiter la cathédrale de Beauvais. Parce que c'est une cathédrale qui effectivement n'est pas terminée, si on peut dire. En fait, si, elle est terminée. C'est comme le Mans. On a reconstruit le chœur et on a raccordé à la nef existante. Donc, la configuration est très semblable à celle du Mans. Mais la juxtaposition des deux est encore plus opposée qu'elle ne peut l'être au Mans. Puisqu'on a voulu, les constructeurs du XIIIe siècle ont voulu reconstruire à Beauvais un chœur de cathédrale le plus grand et le plus haut jamais construit, élevé jusqu'à 48 mètres de haut sous les voûtes, avec une ampleur qui n'avait encore jamais été donnée. Malheureusement, les concepteurs ont un peu péché par optimisme en concevant un bâtiment avec une structure un peu trop légère par rapport
au volume conçu. Ça, c'est une première chose, ce qui fait que le chœur s'est écroulé une première fois en 1284. Il a été reconstruit par la suite. Mais là encore, les phénomènes d'assèchement financier du chantier et puis l'étirement du chantier, on a reconstruit au cours du XVe siècle et jusqu'au début du XVIe siècle le transept, font que on s'est arrêté là. On n'a jamais eu la volonté de détruire la nef existante et de reconstruire la nef. Aujourd'hui, poursuivre la construction serait totalement impossible pour une raison simple, c'est que cette cathédrale de Beauvais est raccordée à une nef qui est une ancienne nef d'une cathédrale carolingienne, élevée au cours du IXe siècle. C'est la seule en France et quasi la seule en Europe. Il est inenvisageable de détruire cette partie-là pour pouvoir construire le reste, si on peut dire, de la cathédrale de Beauvais. Donc non, la construction ne sera jamais poursuivie pour la simple et bonne raison qu'il faut à tout prix préserver ce qu'on appelle Notre-Dame de la Basse-Œuvre, cette petite cathédrale devant la grande cathédrale de Beauvais. Ceci dit, cette absence de construction pose une vraie question et un vrai problème. Si vous allez à Beauvais, le transept est totalement démesuré, le chœur et le transept sont totalement démesurés par rapport à la nef, et l'absence de la nef pose un problème structurel. C'est-à-dire que la cathédrale, le transept et le chœur ont tendance à verser vers l'avant, précisément parce qu'il manque la nef pour épauler cette partie-là. Et si vous allez visiter Beauvais aujourd'hui, vous verrez dans les parties que l'on visite des étais métalliques et des échafaudages, littéralement, qui ceinturent tout l'intérieur de la cathédrale et même une partie de l'extérieur pour qu'elle puisse tenir debout. Précisément parce qu'il manque la nef. Et cette nef qui manque, j'insiste, on ne la reconstruira pas. Donc, il y a ici un télescopage qui est extrêmement intéressant. On a l'image d'un chantier arrêté en cours de route, provisoirement, et qui n'a jamais été terminé, d'où d'ailleurs le mur provisoire qui vient fermer la cathédrale. Très bien, merci de cette réponse. Alors, peut-être pas celle qui était souhaitée, mais en tous les cas, ça le mérite d'être clair. Voilà. Une autre question, donc, monsieur et madame Tourouvre, avez-vous des conseils bibliographiques sur les cathédrales? Denis. Alors, sur des aspects très, très patrimoniaux, il y a un ouvrage d'un auteur qui s'appelle Jean-François Leniaud, Leniaud, qui s'appelle « Les cathédrales au XIXe siècle » et où précisément il travaille sur cette question de la patrimonialisation de la cathédrale au XIXe siècle. Je pourrais conseiller aussi un petit ouvrage du médiéviste Alain Erland Brandebourg. Alors, c'est un historien de l'art, un spécialiste de l'art gothique, donc Alain Erland-Brandebourg, en 2 mots, qui dans la collection, vous savez, c'est chez Gallimard, c'est ces petits formats, mais très, très bien illustrés. Le titre, c'est « Quand les cathédrales étaient peintes ». Et il nous montre ce à quoi ressemblait une cathédrale médiévale, comment elle était insérée dans la société, comment se déroulait le chantier, comment on finançait un bâtiment comme ça, etc. Il y a plein de choses, c'est très, très bien fait et c'est vraiment très riche. Donc, je pense que c'est deux ouvrages très, très différents, mais qui permettent de voir des choses assez intéressantes. Très bien, merci. Peut-être que si vous êtes d'accord, on pourra mettre dans le petit message qu'on vous renverra avec le lien vers Je fournirai 2-3 la références, effectivement. la retransmission sur YouTube. Comme ça, vous pourrez diffuser autour de vous, pour les gens qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui. On pourra vous mettre quelques ouvrages de référence, en tous les cas, qui pourront vous nourrir là-dessus. Alors, attendez, je vois qu'il y a de nouveau une nouvelle question. Alors, sinon, nous avions une autre question sur donc ces interventions au XIXe siècle sur les cathédrales qui les ont vraiment remaniées. Hein. Vous nous avez dit, on ne voit plus des cathédrales du Moyen-Âge, mais la façon dont elles étaient vues au XIXe siècle, donc elles ont été massives, brutales. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait encore envisageable de modifier certaines qui l'ont moins été? Alors, je vais répondre en 2 temps à votre question. Une première réponse humoristique et une deuxième plus sérieuse. La première réponse humoristique, c'est que certaines personnes vont estimer que des rénovations comme celles qui ont lieu à Chartres en ce moment sont tout aussi brutales que celles du XIXe siècle. Donc, ce serait une réponse oui, en quelque sorte.
Moi, j'aurais tendance à dire non. Il ne faut pas quand même tout mélanger. On n'a rien détruit à Chartres. On redonne à Chartres un aspect tel qu'il a pu exister au Moyen Âge. C'est un choix de restauration. Ça n'était pas celui qui était fait au 19e siècle. C'est celui qu'on fait aujourd'hui au début du 21e siècle. Il est vraisemblable que dans la prochaine campagne de restauration, allez, au rythme où ça va, dans 150 ans, les choix seront sans doute différents. Mais c'est normal. C'est un bâtiment patrimonial, c'est un héritage et il est la somme des siècles qui sont passés. Et il est normal que dans une société donnée, l'intervention sur le bâtiment se fasse en fonction de la société dans laquelle le bâtiment s'insère. Pour cette raison-là, des destructions aussi brutales et aussi massives que celles qui ont eu lieu au 19e siècle, je parlais celles autour de Notre-Dame de Paris, par exemple, où le bâtiment lui-même a été affecté par les restaurations, mais la destruction du quartier cathédral autour a été vraiment massive et très, très large. Ce type de destruction serait totalement impossible. D'abord parce que c'est strictement interdit. Il y a des conventions internationales qui réglementent l'intervention et les restaurations des bâtiments, notamment la célèbre Charte de Venise de 1964, qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas intervenir n'importe comment sur des bâtiments. D'où parenthèse des débats qui ont d'abord été des débats juridiques autour de la restitution de la flèche de l'abbatiale de Saint-Denis pour savoir si précisément on rentrait ou non dans le cadre de la Charte de Venise de 1964. Ce sont des choses qui sont quand même étudiées très soigneusement. Pour des bâtiments, dont pour certaines cathédrales, par exemple, qui sont classées à l'UNESCO, ne pas respecter cette charte de Venise entraînerait quasi immédiatement la perte du label UNESCO. Donc, on voit que c'est quand même très, très, très encadré. Mais au-delà de ça, précisément, ça ne serait pas possible parce que la conception du patrimoine telle qu'elle existait au 19e siècle n'est pas du tout la même que la nôtre. Aujourd'hui, on a au contraire des tendances interventionnistes beaucoup plus légères, si je puis dire, peut-être moins invasives et en tout cas moins destructrices. L'un des grands exemples très connus, c'est la cathédrale de Clermont-Ferrand, où quand Viollet-le-Duc intervient, il choisit de détruire la façade romane existante pour reconstruire une façade néogothique qu'il invente de toutes pièces, tout simplement parce qu'il estime que le bâtiment n'est pas assez, ne bénéficie pas d'une unité suffisante. Ce faisant, cela lui permet de détruire très massivement tout le quartier cathédral autour du bâtiment et là encore d'extraire la cathédrale du tissu urbain dans lequel elle était complètement prise et complètement engluée. Donc il y a ici des interventions très lourdes, non, qui ne seraient absolument plus possibles aujourd'hui pour une dernière raison enfin, c'est que l'opinion publique ne suivrait pas. Une cathédrale est un bâtiment beaucoup trop emblématique, beaucoup trop identitaire pour qu'on puisse faire n'importe quoi. Je vais prendre un exemple extrême. On pourrait dire qu'on pourrait détruire la nef de la cathédrale du Mans pour reconstruire une nef gothique, par exemple. Ça a été fait à Nantes au 19e siècle. On pourrait le faire aujourd'hui au Mans. Allez, on détruit les parties romanes et on reconstruit une grande nef gothique alignée sur le chœur et le transept. On pourrait dire qu'on rétablit une sorte d'unité du bâtiment, qu'on termine en quelque sorte le bâtiment. J'imagine, enfin je l'espère d'ailleurs en partie, le tollé de protestation que cela pourrait susciter dans la ville. Je pense qu'il y a un vrai attachement patrimonial qui fait que on ne touche pas impunément à ce type de bâtiment. L'opinion publique ne le permet plus. C'était un argument qu'on ne prenait pas en compte au 19e siècle. Merci, Monsieur Coriol. Alors peut-être une dernière question, voilà, parce que même si on ne s'était pas donné d'heure de fin, il va falloir qu'on s'arrête. Donc c'est une question que nous avons ici là, à Mansart. C'était cette campagne de restauration du 19e siècle qui a touché le bâti. Est-ce que ça s'est retrouvé aussi sur du mobilier? Est-ce qu'il y a eu un intérêt pour l'intérieur des cathédrales? Oui, il y a eu un vrai intérêt pour le mobilier, d'autant plus que il y a eu, alors ça fait suite en fait je vais remonter un petit peu en arrière. Beaucoup des cathédrales, enfin le mobilier des cathédrales était très important parce qu'il est fait d'accumulation depuis le Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, on a beaucoup accumulé dans les cathédrales. Parfois réadapté, remis au goût du jour, mais on a beaucoup accumulé. Et il y a eu un grand mouvement au XVIIIe siècle mené par les évêques et par les clergés cathédraux pour désencombrer les cathédrales et enlever toute une partie du mobilier, et notamment du mobilier médiéval, que l'on jugeait laid, complètement désuet, passé de mode,
Bref, c'était quelque chose qui n'était plus du tout au goût du jour. Il y a eu des campagnes de destruction massive. L'un des objets emblématiques qui a beaucoup souffert au XVIIIe siècle, ce sont les jubés. On parle beaucoup au monde de la destruction du jubé médiéval en 1562, mais l'essentiel des jubés des cathédrales françaises, construits au cours du Moyen-Âge, ont été détruits au XVIIIe siècle. Très rares sont ceux qui ont échappé à la destruction. L'un des plus beaux exemples, sans doute en France, c'est à Albi, dans la cathédrale Sainte-Cécile. Ces destructions ont été massives, importantes au XVIIIe siècle. Elles se sont prolongées encore jusqu'au début du XIXe siècle. Et au cours du XIXe siècle, il y a eu la volonté de recréer un mobilier, souvent néo-médiéval, pour redonner à la cathédrale cet aspect médiéval et là encore renouer le lien avec la période médiévale pour enjamber les siècles en quelque sorte. Donc, on va recréer des stalles néogothiques, on va recréer des cathèdres néogothiques, le siège épiscopal, de nouveaux hôtels néogothiques. Il y a vraiment une vague néogothique jusque dans le mobilier, jusque dans les objets liturgiques eux-mêmes, par exemple, qui font écho à ces objets médiévaux et qui ont, j'insiste, pour l'essentiel disparu au cours des siècles, soit au XVIIIe siècle, pardon, soit jusqu'au début du XIXe. Très bien. Eh bien, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Coriol, pour cette conférence vraiment très intéressante et qui va nous amener à regarder la cathédrale avec encore un œil nouveau, encore différemment. Donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence en ligne sur notre chaîne YouTube. Et puis, on vous donne rendez-vous le week-end du 14 et 15 mai pour le week-end de la manifestation Mansart et vous pourrez y découvrir la cathédrale, je dirais un peu sous sa forme moyenâgeuse quand vous parliez de forum, Exactement. de lieux vivants avec tous les artisans d'art qui seront présents dans la cathédrale et effectivement c'est une toute autre atmosphère qu'une cathédrale qui grouille de monde, qui est vivante et qui donne à montrer tous ses savoir-faire. Alors dans la cathédrale elle-même, on aura aussi des objets comme les tapisseries de Saint-Gervais et Saint-Protais qui vont être exposés dans la cathédrale. Et puis tout autour, dans la cité Plantagenet, vous pourrez découvrir aussi beaucoup d'artisans qui travaillent pour la restauration du patrimoine ou de la création de patrimoine artistique. En tous les cas, voilà, il y a des messages de remerciements qui arrivent aussi dans le chat. Un grand merci, Monsieur Cloriol. Merci et à donc, vous. À très bientôt à tous. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.